Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Ixor, ou Ushukeishin Gaban. C'est une série télé japonaise du genre Tokusatsu, de 44 épisodes de 26 minutes, réalisée en 1982 par Hattori Kazuyasu et Toshiaki Kobayashi. En France, la série a été diffusée à partir du 26 octobre 1983 dans Récré A2 sur Antenne 2. Puis elle sera rediffusée dès janvier 2001 jusqu'en 2008 sur TMC, AB1, Manga et CinéFX. Au moment où Toei lance Xor, la situation du tokusatsu est compliquée. La série Kamen Rider Super One s'arrête en 1981. Et pour la série Ultraman 80, elle se termine en 1981. Et il n'y a plus de nouvelles séries pendant un moment. À ce moment-là, la seule série de héros encore diffusée chaque semaine reste la Super Sentai, avec Taiyo Sentai Sun Vulcan. En parallèle, les Super Sentai commencent à montrer des signes d'essoufflement. Et avec Dai Sentai Google 5, qui met en avant une équipe, on s'éloigne encore davantage du concept du héros solitaire. Dans ce contexte, producteurs, diffuseurs et sponsors se mettent d'accord sur une direction claire. Créer un héros totalement autonome qui ne repose pas sur les codes des franchises existantes comme Kamen Rider. L'impulsion du projet vient d'une illustration privée de Katsuji Murakami, représentant un héros métallique argenté tenant une épée dans l'espace. Cette image attire l'attention du producteur Sunsumu Yoshikawa, qui y voit une base solide pour un nouveau type de héros capable de renouveler le genre. Au départ, le projet porte le nom de Space Detective Z. Des traces de ce nom restent visibles dans la série, notamment avec le rayon laser Z, ou la ligne noire sur le costume. Plusieurs noms sont ensuite testés, comme Ginjiro ou Ginbride, avant de retenir Gavan, un nom inspiré de l'un de nos meilleurs acteurs français, Jean Gabin. Ce choix permet d'éviter des problèmes de marque tout en conservant un nom court et mémorisable, et ce principe de nom occidental sera réutilisé plus tard dans d'autres séries de Metal Hero. Enfin, le rôle principal est confié à Kenji Oba. Déjà connu dans le tokusatsu, son implication est importante dès le départ, puisqu'il impose lui-même l'utilisation d'une épée laser directement inspirée de Star Wars, qu'il apprécie particulièrement. Sur Etolia, une planète bien plus avancée que la Terre, naît Xor, le fils de Bolzar, un justicier de l'espace chargé de protéger les mondes. Un jour, Bolzar est envoyé sur Terre pour contrer une menace grandissante, les Cyrex, des envahisseurs venus d'un autre univers dirigés par une intelligence maléfique, Lou IBMX-11. Leur objectif est clair, conquérir et exploiter les planètes, et la Terre est déjà infiltrée. Sur place, Bolzar tombe amoureux d'une humaine. Ils ont un fils, Xor, mais rapidement les Cyrex passent à l'attaque pour s'emparer d'une arme capable de les détruire. Dans le chaos, la mère de Xor meurt en protégeant son enfant, qui est envoyé sur Etolia pour être sauvé. Xor grandit là-bas et devient un guerrier d'élite, entraîné pour le combat et équipé d'une armure surpuissante. 20 ans après la disparition de sa mère, les Cyrex lancèrent une nouvelle offensive. Ils capturèrent Bolzar, qui détenait toujours le secret de l'arme capable de les anéantir. C'est alors que le justicier d'Etolia, mené par le sage professeur Komn, décide d'envoyer Xor sur Terre. Sa mission, retrouver son père, protéger la planète bleue, le monde natal de sa mère et stopper l'envahisseur des Cyrex une fois pour toutes. Arrivé incognito sur Terre, Xor adopta l'identité de Gordon, un jeune homme discret qui trouva du travail dans un ranch pour se fondre parmi les humains. Il se lia d'amitié avec des terriens courageux, dont Marine, une jeune femme déterminée, et Bimi, une alliée aux capacités étonnantes qui pouvait se transformer en oiseau pour espionner les ennemis. Ensemble, ils affrontèrent les monstres envoyés par les Cyrex, des créatures mutantes, des doubles terrifiants et des envahisseurs sans pitié qui semaient le chaos dans les villes et les campagnes. Il utilisait sa force et son intelligence pour déjouer les plans machiavéliques des envahisseurs. Au fil de ces combats, Xor découvrit peu à peu la vérité sur son père, sur le sacrifice de sa mère et sur le destin de son père. Il comprit que la Terre n'était pas seulement une planète à défendre, c'était le lien qui unissait son sang extraterrestre et une humanité. Avec l'aide de ses amis terriens et la puissance de son armure légendaire, il repoussa vague après vague les forces des Cyrex, jusqu'à l'affrontement final contre leur chef suprême. Xor devint ainsi le shérif de l'espace, un symbole d'espoir pour la Terre et pour tout le monde menacé par les ténèbres. Xor est produit en 1982 par Toei Company, avec l'objectif clair de créer une nouvelle licence durable. Avec le recul, la série devient le point de départ de toute la franchise Metal Hero. Elle arrive en plein boom de la science-fiction au Japon, notamment sous l'influence de Star Wars et de Space Battleship Yamato, ce qui est ressenti directement dans les décors et les effets visuels, très différents des productions tokugatsu plus classiques.
Cependant, le contexte global reste compliqué. La télévision commence à perdre du terrain auprès des jeunes, notamment à cause de l'arrivée de la Famicom et du développement des cours privés. Selon Suzumu Yoshikawa, la production rencontre également des difficultés internes malgré le succès final de la série. En parallèle, Toei lance aussi Robo 8-chan et les deux projets participent ensemble à relancer le tokusatsu au sein du studio. Le projet est considéré comme particulièrement important. Le producteur Takeyuki Suzuki indique même qu'il s'agit du projet le plus coûteux jamais produit par la Toei à ce moment-là. Le risque est réel en cas d'échec. La création de nouveaux héros tokusatsu pourrait être remise en cause. Sur le plan technique, la série introduit plusieurs innovations, notamment l'utilisation d'un procédé de dépôt sous vide pour obtenir l'effet métallique du costume. La transformation du héros est également pensée de manière précise, appelée à l'origine dépôt en phase vapeur. Elle s'inspire d'un procédé réel. Pour justifier l'absence d'attaque ennemie pendant cette séquence, la série explique que la transformation ne dure en réalité que 0,05 secondes, ce qui la rend invisible à l'œil nu. Et ça va servir aussi dans la série à rallonger les épisodes, à nous foutre la transformation à chaque épisode, à rabâcher ce même truc tout le temps. La production expérimente aussi des systèmes de composition vidéo comme le système ECG, permettant de créer des effets visuels plus avancés pour l'époque. Le CG permettait d'incruster des effets visuels et de combiner plusieurs images en une seule. Le scénariste principal, Sojo Uehara, s'inspire en partie de travaux antérieurs, notamment d'un manga qu'il avait écrit. Par contre, il n'a pas dit de quel manga il s'agit. Ce qui crée une certaine similitude dans les éléments narratifs. Le pilote est réalisé par Yoshiaki Kobayashi, qui choisit des décors modernes et futuristes, notamment les immeubles de Ninshi Shinjuku et la zone industrielle de Oiwafu, ou les quais d'Oi, si vous préférez en français. Je ne sais pas comment ça se prononce, me cassez pas les pieds. La promotion est importante et dès le lancement avec une conférence de presse diffusée à la télévision pour présenter le personnage. La pression est également forte du côté de la diffusion puisque la chaîne impose une condition claire. Si les audiences ne dépassent pas les 10%, la série est arrêtée. Et dès le début, l'équipe décide donc d'intensifier les scènes d'action pour maximiser les chances de succès. La série est diffusée en concurrence avec Candy Candy, très populaire à l'époque, mais parvient malgré tout à s'imposer avec une moyenne de 14,9% d'audience et un pic à 18,6% pour l'épisode 24. Certains épisodes marquent particulièrement le public, notamment l'épisode 43 qui provoque de nombreux appels à la Toei. Un incident est également rapporté plus tard par Kenji Oba. Les fans auraient envoyé une lettre contenant une poudre présentée comme du poison par jalousie envers la relation entre Gavan et le personnage de Mimi, ou Bimi en français, et l'affaire n'est pas rendue publique à l'époque afin d'éviter tout impact sur la diffusion de la série. La production de XOR repose sur une organisation industrielle très structurée, avec plusieurs équipes travaillant en parallèle afin de tenir un rythme de diffusion soutenu. Le tournage est divisé en deux blocs distincts. D'un côté les scènes avec les comédiens, tournées en studio et en décor réel, et de l'autre les scènes d'action, filmées séparément avec costumes et effets spéciaux. Les scènes de combat reposent fortement sur la performance physique des acteurs, en particulier Kenji Oba, formé à la cascade, qui réalise lui-même une grande partie des affrontements. Les effets spéciaux sont entièrement réalisés de manière concrète, avec des costumes, des explosions réelles, des maquettes et des incrustations optiques. Aucune image de synthèse n'est utilisée, ce qui correspond aux techniques classiques du tokukatsu de l'époque. Le tournage alterne entre les plateaux de la Toei et les décors extérieurs au Japon, souvent utilisés pour représenter des environnements urbains ou industriels. L'ensemble est ensuite assemblé en post-production avec un montage combinant prise de vue réelle et les effets visuels. Le processus reste rapide afin de s'adapter aux contraintes de production d'une série télé diffusée chaque semaine. Pour XOR, on peut compter sur toute une équipe qui gravite autour de lui, sans jamais être un simple figurant. Sous son identité humaine de Gordon, il reste discret en travaillant dans son centre équestre. Une couverture idéale pour poursuivre sa mission de shérif de l'espace. Le personnage est incarné par Kenji Oba, comme je vous l'ai dit plus tôt, et doublé en version française par Michel Belletti. Au-dessus de lui, le professeur Gon joue un rôle de mentor et de superviseur, toujours en contact via le vaisseau, interprété par Toshiaki Nishizawa et doublé par Francis Lax. Sa fille Bimi, incarnée par Wakiko Kano, est doublée par Nadine Delanoë, finit par devenir une partenaire de terrain à part entière, notamment grâce à sa capacité à se transformer en oiseau, tout en développant une relation particulière avec XOR. Lorsqu'elle s'absente, c'est Marine qui prend le relais, jouée par Kyoko Nashiro Myodai et doublée par Marine Martine Bisson, une présence plus discrète mais essentielle.
Et il faut aussi compter sur Bolzar, le père d'Ixor, ancien shérif de l'espace, incarné par Sonny Chiba et doublé par Roger Carrel, dont le destin reste central dans l'histoire. Enfin, Kojiro Aoyama, interprété par Masayuki Suzuki et doublé par Francis Lax, apporte une touche plus légère avec son rôle de photographe maladroit, souvent dépassé par les événements, mais régulièrement impliqué malgré lui. Pour les ennemis, l'organisation criminelle spatiale Cyrex représente une menace structurée, violente et surtout omniprésente, avec une hiérarchie bien définie et des figures marquantes. À leur tête, on trouve Lou IBM BMX-11, incarné par la voix de Sojo Izuka et Takeguchi Watanabe, et doublé en français par Claude Dasset, véritable entité monstrueuse et immobile. Il dirige les Cyrex comme une idole vivante, capable de manipuler l'espace lui-même en projetant ses adversaires dans une dimension parallèle. Malgré son absence de mouvement, sa présence est renforcée par une créature humanoïde qui exprime ses émotions, ce qui le rend encore plus dérangeant. Si quelqu'un qui a travaillé sur le doublage de Ixor et qui passe sur cette vidéo, il pourrait nous expliquer en commentaire pourquoi le personnage s'appelle Lou IB BMX11, car moi j'ai pas trouvé l'info. C'est assez spécial comme nom et c'est très con. Enfin bref. Donc en version originale, il s'appelle Don Aurore. Juste en dessous, Carex, interprété par Michiro Honda et doublé par Daniel Gould, est un ancien shérif de l'espace et ancien allié de Bolzar. Sa trahison en fait un personnage central, partagé entre ambition et regret. Humilié puis rejeté par les siens, il finit par se racheter dans un dernier instant en aidant Ixor. Après sa chute, Satana reprend le relais, incarné par Ken Nishida et doublé en français par Albert Augier. Fils de Lou IBM BMX-11, il cherche à s'imposer, mais accumule les échecs, ce qui finit par le discréditer. Son ambition le pousse même à tenter une trahison contre son propre père. À ses côtés, Kiba, interprété par Noboru Mitani et doublé par Lily Baron, agit comme une présence manipulatrice, presque inséparable de lui, dissimulée dans son arme et influençant ses décisions. Sur le terrain, les Cyrex reposent aussi sur des créatures comme les Starex, incarnées par différents cascadeurs et comédiens, capables de changer d'apparence et représentent la forme la plus pure de leur race. Enfin, les Crushers, soldats de base produits en masse, constituent la force brute de l'organisation, peu efficaces individuellement mais dangereux par leur nombre. Ils forment l'essentiel des troupes envoyées contre Ixor. Et pour botter les miches de tout ce petit monde, Ixor possède une belle panoplie d'armes. La plus basique, c'est le rayon Laser Z. Un tir laser qui part de son gantelet droit, c'est rapide, efficace et parfait pour éliminer les ennemis les moins résistants, sans sortir l'artillerie lourde. Juste au-dessus, il y a le Plutono laser, beaucoup plus puissant, avec ce rayon rouge bien marqué, utilisé quand il faut vraiment envoyer du lourd. Pour la détection, il utilise le visualoscope directement intégré dans son casque. Grâce à ça, même un ennemi invisible ne peut pas lui échapper. Tout est repéré en vision infrarouge. En défense, il peut générer un écran cybéromagnétique, un bouclier qui apparaît devant lui pour encaisser une attaque directe. Simple mais efficace quand il faut bloquer sans bouger. Et puis il y a son arme signature, la Laserolame, une épée qui sort de son gantelet gauche, et là on est clairement sur le coup de grâce. Au moment de frapper, sa lame se transforme en énergie pure, et l'ennemi finit généralement coupé net. En version française, Ixor balance souvent une petite phrase avant de le frapper, du genre « Tu l'auras voulu » ou « Adieu Cyrex », alors qu'en version originale, c'est beaucoup plus direct, il crie juste le « Gavan dynamique ». Et pour que Ixor puisse se déplacer dans ce joli petit monde, il possède plusieurs véhicules, dont sa base principale, le Dolgorian. C'est un vaisseau incarné à l'écran via les effets spéciaux de la Toei Company. C'est bien plus qu'un simple engin spatial, il reste en permanence dans la stratosphère et sert de base mobile, avec une puissance de feu énorme et surtout la capacité de déployer d'autres machines. Sa partie basse peut se détacher pour se transformer en Morox, un dragon mécanique géant. Quand la situation devient vraiment critique, notamment face aux ennemis les plus puissants, il se tient debout sur sa tête pour le diriger et le contrôle à la voix. Morox dispose d'armes lourdes avec des attaques de flammes et des tirs d'énergie capables de détruire rapidement un adversaire. Il y a aussi le Molotox, un tank lourd stocké dans le Dolgiran. Il est déjà conçu pour le combat au sol, mais il peut aussi se séparer pour devenir un appareil volant. À l'intérieur, il embarque un second véhicule, une sorte de foreuse capable de circuler sous terre, utilisée pour des interventions plus ciblées. On est sur un engin polyvalent, pensé pour couvrir plusieurs types de situations. Il a aussi le Roller Sky, un sidecar volant rouge plus léger. Il sert surtout pour les déplacements rapides et les poursuites, notamment quand Ixor doit intervenir dans des zones instables comme celles liées au Cyrex. Et sur la Terre, il change complètement d'approche. Ixor utilise une Suzuki LJ410 rouge décapotable, un petit 4x4 très répandu à l'époque, pratique pour circuler sans attirer l'attention et garder une identité civile cohérente.
Kenji Oba ne passe pas par un casting classique. Il est recommandé directement en interne chez Toei Company et accepte le rôle immédiatement. Il vient du monde de la cascade, donc il a déjà le physique et l'expérience. Dès le départ, il s'implique lui-même dans les scènes d'action et ne se contente pas de jouer le rôle de manière passive. Son approche est plus physique qu'un acteur classique. Pour les scènes en armure, Xor n'est pas toujours joué par lui. Sur les combats, c'est principalement Jun Murakami, lui aussi cascadeur, qui prend le relais. Pour les gros plans en armure, un autre acteur est utilisé, Chim Yamaguchi, notamment parce qu'il est plus grand, ce qui donne une présence plus importante à l'écran. Tous doivent reproduire exactement les mêmes gestes et la même manière de bouger, pour que la transition entre acteurs ne soit pas visible. Plus tard, quand Murakami demande pourquoi il a été choisi, le coordinateur des cascades, Osamu Kaneda, lui explique que c'est parce qu'il avait déjà joué un héros principal dans Mega Man Roman. Les combats reposent énormément sur le physique, une grande partie est réalisée directement par les acteurs, surtout hors armure. La série utilise beaucoup de cascadeurs issus de la Japan Action Club, que ce soit pour les ennemis, les soldats ou les figurants. Comme ils viennent tous de la même formation, les combats sont très coordonnés, très propres, avec un style homogène et reconnaissable. Cette organisation renforce la cohérence globale des scènes d'action. La pose de transformation ne vient pas du réalisateur, c'est Kenji Oba lui-même qui l'invente, pour rendre le personnage plus marquant. Sa manière de courir en position basse avec des bras écartés vient aussi de lui, à la fois pour des raisons d'équilibre et pour donner plus de dynamisme à l'image. Pendant les combats, Xor utilise aussi un cri basé sur le mot espace dans la version japonaise. La transformation est censée durer 0,05 secondes à l'écran. Elle a été rallongée avec des effets de la narration et des pauses figées pour montrer quelque chose qui est en réalité instantané. Ce principe sert aussi à justifier pourquoi les ennemis n'attaquent pas pendant la transformation. La mise en scène reprend des codes du cinéma de sabre japonais, où certaines actions sont montrées après coup. Le nom de la transformation est volontairement simple et court pour être facilement retenu par les enfants. Les costumes ont posé plusieurs problèmes. Le blouson était prévu en cuir au départ, mais il s'est révélé trop rigide et trop chaud, ce qui empêchait l'acteur de bouger correctement. Il a donc été remplacé par une version plus légère. Pour l'armure, plusieurs versions existent selon les besoins. Une version très détaillée pour les gros plans, une version peinte en argent pour les plans rapprochés et une version plus légère et souple pour les scènes d'action. Le costume métallique est fabriqué avec une technique de dépôt sous vide. C'est un procédé complexe et fragile. Si une bulle se forme dans la pièce, la chaleur peut la faire gonfler et endommager le costume, ce qui rend la fabrication longue et délicate. Le rendu métallique pose aussi des problèmes de tournage à cause des reflets. La lumière du soleil et les projecteurs se reflètent sur toute la surface, ce qui compliquait énormément les prises de vue. Dans certains cas, un spray mat est utilisé pour limiter ces reflets, mais le problème reste présent, même avec les versions peintes ou en matériaux plus souples. Pour contourner ces contraintes, le scénariste Shozo Uehara introduit le concept d'espace parallèle. Cet espace dans lequel le vaisseau projette Xor pendant les combats permet surtout de tourner dans un environnement sombre et contrôlé afin de limiter les reflets sur l'armure. La production fonctionne à un rythme très rapide. Plusieurs équipes tournent en parallèle pour tenir la diffusion. Les acteurs sont souvent réutilisés d'un épisode à l'autre, et même d'une série à l'autre chez Toei. C'est une organisation industrielle très rodée. Il y a aussi du recyclage de matériel. Les vaisseaux utilisés dans Xor n'ont pas été conçus pour la série. C'est un modèle déjà utilisé dans National Kid, puis réutilisé dans Kikaider 01 avant d'être modifié à nouveau pour Xor. Certains éléments viennent directement des sponsors. Les véhicules Suzuki présents dans la série sont intégrés à cause d'un partenariat. C'est du placement de produits mais intégré directement dans les scènes et dans l'histoire. Sonny Shiba apparaît dans la série et accepte de jouer sans être payé, simplement pour soutenir l'équipe. Sonny Shiba est un acteur extrêmement connu au Japon, c'est pour ça que c'était important quand il a joué dans la série. Bimi, joué par Wakino Kano, disparaît de la série entre les épisodes 31 et 42. Les fans ont pensé à une blessure, mais il ne s'agissait pas de ça, mais d'un départ volontaire de l'actrice, dont la raison exacte reste inconnue. Pendant cette période, elle est retirée du générique japonais, ce qui laisse penser à un départ définitif. Durant son absence, elle tourne dans plusieurs dramas japonais. Elle revient finalement dans les derniers épisodes, ce qui laisse entendre que son retour a été négocié cher par la production. Et elle réapparaîtra ensuite au début et à la fin de Sharinvan, confirmant qu'elle est restée quand même liée à la licence. Pendant ce temps-là, elle est remplacée aux côtés d'Xor par Marine, jouée par l'actrice Kyoko Nashiro Miodei. La série est diffusée à 19h30 au Japon, donc elle ne vise pas uniquement un public enfant. Ça influence le ton avec des scènes parfois plus sérieuses que dans d'autres productions du même genre.
En dehors du tournage, Kenji Oba devient une figure importante pour les fans, notamment en France. Il est invité au Cartoonist de Toulon en avril 2001, à la Ghibli Japan Expo Volume 2 en octobre 2008, où il présente un film en avant-première mondiale, puis à Nice en 2013 pour un concert avec d'autres artistes japonais. En 2003, il apparaît aussi avec Sonny Chiba dans le film Kill Bill de Quentin Tarantino. Plus tard, il reprend son rôle dans Gokaiser vs Gavan, où il joue 3 personnages en même temps, Xor, Battle Kenya et Denji Blue. Il est précisé dans le film qu'il s'agit bien de personnages différents. Denji Blue et Battle Kenya indiquent même qu'ils ont été confondus avec Xor à cause de leur ressemblance. À la fin, une voix mystérieuse demande une triple transformation destinée aux anciens fans. Le personnage apparaît ensuite notamment en 2018 dans Uchu Sentai Q Ranger vs Space Squad. En 2020, l'armure est réutilisée dans Power Ranger Beast Morpher avec un personnage proche de Xor. Le professeur Kon est le seul personnage récurrent réintroduit dans les films Gavan, hors Kenji Oba, mais pas dans les productions suivantes. L'acteur étant décédé avant Sharinvan Next Generation, il est remplacé par Shinji Todo, connu pour le Spider-Man japonais et Metalder. La série est citée dans la bande dessinée politique française Quai d'Orsay. Dans le tome 1, le personnage du ministre Taillard de Worms est comparé à Xor. La comparaison vient du fait que, comme Xor, il emmène ses ennemis dans un monde parallèle pour les vaincre. C'est une référence directe au principe utilisé dans la série où les combats se déroulent dans une dimension différente. Paul Verhoeven aurait été impressionné par le design de l'armure, au point de demander à Katsuji Murakami l'autorisation de s'en inspirer pour Robocop. Mais ce point reste difficile à confirmer, c'est une rumeur, donc à prendre avec des pincettes. Lors d'un voyage en France, Kenji Oba et Sonny Chiba sont abordés dans un restaurant par une famille japonaise. À ce moment-là, ils ne savent pas que la série est diffusée en France, sous le titre de Xor. La famille les reconnaît et Chiba explique au fils qu'il est le père de Gavan, en parlant du personnage de manière simple et détendue. Après la série originale, l'univers se prolonge d'abord en live avec 2 suites directes qui forment la trilogie des Space Sheriff. Uchu Keijin Charivan, qui est diffusée du 4 mars 1983 au 24 février 1984, elle suit Den Iga, un policier de l'espace formé par Gavan, qui combat une nouvelle organisation criminelle interdimensionnelle. Puis Uchu Keijin Shader est diffusé du 2 mars 1984 au 8 mars 1985, avec Dei Sawamura, un autre Space Sheriff, qui affronte une menace liée à une dimension parallèle appelée Fujiji World. Ces 3 séries partagent le même univers et posent les bases de la franchise Metal Hero. Des années plus tard, le personnage revient dans des productions modernes avec Uchu Keijin Gavan The Movie, sorti le 20 octobre 2012, qui introduit un nouveau Gavan type G, chargé de prendre le flambeau face à une organisation criminelle spatiale. Une série était prévue en 2013, mais elle a été annulée après un échec au box-office. À la place, Toei produit des films autour de Uchi Keiji Sharinvan et de Uchu Keiji Shader, avec des nouveaux personnages et le retour des anciens. Le crossover Keizoku Sentai Gokaiser vs Uchu Keijin Gavan, sorti le 21 janvier 2012, met en scène la rencontre entre Space Sheriff et le Super Sentai, avec un affrontement contre une menace commune. D'autres productions comme Uchu Keijin Charivan Next Generation 2014 et Uchu Keijin Shader Next Generation 2014 prolongent l'univers avec de nouveaux personnages et des versions modernisées. Ensuite, le projet Space Squad Gavan vs Dakar Ranger, sorti en 2017, mélange les univers Metal Hero et Super Sentai dans une enquête intergalactique. Et là, la plus grosse info de cette vidéo, que pas grand monde doit connaître, c'est Super Space Sheriff Gavan Infinity, qui est une série produite par Toei Company et diffusée à partir du 15 février 2026 sur TV Asahi. Dans le cadre du projet Red, il s'agit d'une nouvelle version du concept Xor centrée sur un nouveau personnage, Reiji Doki, qui devient Gavan Infinity et qui est interprété par Ryoma Taguchi. La réalisation est assurée par Koji Sakamoto. La série est conçue comme une relance moderne et indépendante, avec une histoire courte. Elle n'est pas encore diffusée en France et je ne sais pas si ce sera le cas. Pour la voir, ça va être compliqué. Le système D est de mise. Par contre, ça a l'air très différent au niveau des armures. C'est modernisé, à voir. Les monstres sont toujours en caoutchouc, donc on n'est pas le public cible, c'est sûr. C'est fait pour les gosses et pas pour les adultes. Les adaptations manga commencent pendant la diffusion de la série en 1982. Le titre Uchu Keijin Gavan, ou Shérif de l'espace Gavan, est publié en manga dans le magazine TV Magazine, avec Minoru no Naka au dessin. D'autres versions paraissent à la même période, dans plusieurs revues japonaises, notamment TV Magazine, Televiland et Boken O, qui deviendra ensuite TV Anime Magazine. Il n'existe donc pas une seule adaptation manga linéaire, mais plusieurs publications liées à la série selon les magazines. Le contenu reprend l'histoire de base avec Retsu Shoji, qui est le nom japonais de Xor, face à l'organisation Maku, qui est le nom des Cyrex en japonais, sous une forme plus directe.
plus courte et souvent simplifiée pour le jeune public. Certaines versions condensent les épisodes, d'autres modifient légèrement les situations ou la présentation des ennemis. En plus du manga de Minoru no Naka, d'autres mangas sont publiés dans des revues enfantines au moment de la diffusion, sans que tout soit détaillé de manière complète. Elles ne sont pas forcément liées entre elles. Plus tard, un manga moderne apparaît, Uchukechin Gavan Kuroki Eiryu, ou Le Chevalier Noir, en français. Le projet commence en 2012 en webcomics, sur le site d'Akita Shoten, puis passe dans Monthly Shonen Champion, avant une sortie en volume relié le 6 septembre 2013. Le scénario est signé Yuichi Koyabashi, avec Toru Fujisawa à la composition et à la supervision, et Masaki Ota au dessin. Cette version adopte un ton plus sombre, avec une histoire suivie différente des adaptations jeunesse des années 80. Et Toru Fujisawa est celui qui a fait GTO, donc c'est pas n'importe qui. Pour les romans, on trouve Uchukechin Gavan, The Novel, publié le 5 novembre 2012 chez Asahi Shimbun Publications, écrit par Yugi Kobayashi. Ce roman s'inscrit dans la relance moderne du personnage et se situe après Gokaiser vs Gavan. Il ne s'agit pas d'une adaptation directe de la série des années 80, mais d'un prolongement tardif. Il existe aussi un texte de Kodayashi publié dans Uchutsun Bezatsu, Uchukechin Gavan The Movie, sorti le 20 octobre 2012, servant de prologue au film. Pour les jeux vidéo, le premier qu'on trouve sur XOR est sorti en 1999 dans Super Hero Sakutsun sur PlayStation. C'est un RPG crossover édité par Bandai qui réunit plusieurs licences comme Ultraman, Kamen Rider et XOR. Le jeu sort uniquement au Japon. En 2006, il revient dans Space Sheriff Spirit sur PlayStation 2, édité par Bandai et développé par Banpresto. Ce jeu reprend directement les éléments de la série, comme la transformation et les combats. Là encore, le jeu sort uniquement au Japon et c'est le seul qui sera exclusivement dédié à XOR. En 2012, XOR apparaît dans Lost Heroes sur PSP et Nintendo 3DS. C'est un RPG de type Dungeon Crawler édité par Bandai Namco Games, où il combat aux côtés des personnages issus de Gundam, Ultraman et Kamen Rider. La même année, des applications mobiles promotionnelles liées au film Gavan Type G sont également publiées au Japon. En 2015, il revient dans Lost Heroes 2 sur PSP et Nintendo 3DS, toujours édité par Bandai Namco Entertainment, qui reprend le même principe avec un roster élargi, là encore uniquement dispo au Japon. Et toujours en 2015, XOR fait une apparition dans Super Robot War X Omega sur mobile, toujours édité par Bandai Namco Entertainment, et c'est la première fois qu'un Metal Hero est intégré dans cette franchise historique, qui est d'habitude centrée sur les robots géants. Le jeu est disponible au Japon et dans une version internationale en anglais, donc il est jouable en France, pour ceux qui parlent l'anglais évidemment, car il n'y a pas le français dans le jeu. Voilà pour les jeux vidéo. La partie la plus importante reste les jouets, sortis au moment de la diffusion, principalement entre 82 et 83. Produits par Bandai sous la marque Poppy, on trouve des figurines d'XOR en plusieurs formats avec des modèles simples en plastique et des versions en métal die-cast. Pour les véhicules et les mechas, on a le Doll Jiran, qui peut détacher sa partie inférieure pour former Morox. Morox est aussi vendu séparément dans certaines versions, avec des articulations limitées. Le Molotox est aussi proposé en tank transformable avec module aérien détachable, incluant le petit véhicule foreuse Scooper. Il y a évidemment le Roller Sky, qui existe aussi en version miniature de chez Hot Wheels, ainsi que l'album d'autocollants Panini, et les livres et les disques qui permettaient d'écouter les histoires en images. On trouve également une multitude de petites figurines de poche, des cachapon, vendues en capsules, qui permettent d'obtenir les monstres de l'organisation Cyrex. On trouve des laser blades, on trouve aussi des casques, des gantelets et des ceintures inspirées de la transformation. Entre 2013 et 2017, Bandai sort des figurines articulées de XOR, dont les modèles classiques et le type G en 2023. En 2026, de nouvelles figurines sortent, dont des versions lumineuses et des éditions spéciales. On trouve des statues de collection avec Ultimate Article Gavan, sorti en décembre 2022, produite par Mega House sous licence Bandai Namco. Côté vêtements et accessoires, on produit dérivés classiques, t-shirt. Il existe aussi une réplique officielle du blouson en cuir marron de Gordon. Pour trouver la série en physique, XOR sort d'abord en DVD au début des années 2000 sous forme de volume, puis en coffret partiel vers 2004. La version la plus complète reste le coffret intégral 9 DVD sorti entre 2011 et 2013 qui regroupe les 44 épisodes. Il n'existe pas de Blu-ray officiel avec version française, les éditions haute définition étant limitées à l'étranger, sans VF à l'intérieur, donc faites gaffe quand vous achetez. Si vous voulez vraiment du vintage, il y a les cassettes vidéo qui existent.
Le générique français de XOR est interprété par Jean-Pierre Savelli, avec des paroles signées Paul Persavon, qui est le pseudonyme de Antoine Decaune. Il ne s'agit pas d'une traduction de la version japonaise, mais d'une adaptation complète avec une musique réarrangée et des paroles différentes. Diffusé en France à partir de 1982, il participe directement au succès de la série, et moi personnellement, j'ai eu le vinyle, et je crois même que je l'ai toujours. Le générique japonais est chanté par Akira Kushida. La production musicale évolue par rapport aux séries précédentes, comme Dai Sentai et Google Five. Avec l'intégration de Kojima Kiano, un album est publié le 11 novembre 1982 chez Nippon Columbia. Le générique d'ouverture est utilisé au début des épisodes et parfois intégré dans certaines scènes. Le cri entendu avant le refrain correspond au mot BIM dans la version japonaise. Le générique de fin, également chanté par Akira Kushida, adopte un style plus simple, à la demande de la réalisation. Un morceau devient associé à la Zero Lame à partir de l'épisode 17, B11 Red 2, composé par Koji Mikano, à l'origine prévu pour les attaques ennemies. Il est réutilisé pour les scènes finales de combat, puis conservé par la suite et repris comme référence dans Uchukeichi Charivan et Uchukeichi Shader. À partir de l'épisode 11, plusieurs chansons sont intégrées directement dans les épisodes. Selon les situations pour le héros, les combats ont des éléments comme le Dolgirian. Ces morceaux sont regroupés dans un album enregistré en 1982, avec des segments narratifs assurés par Kenji Oba. Parmi ces titres, on trouve aussi Disco Gavan, utilisé dans un épisode avec une approche différente. Les musiques sont rééditées en 2002 pour les 20 ans de la série, avec une compilation regroupant chansons et bandes originales. Et comme d'habitude, vous trouverez la bande son en playlist dans la description. Quand j'étais jeune, comme beaucoup, j'adorais XOR, plus que les séries Bioman ou Power Rangers. Malgré que les ennemis soient tout aussi ridicules. Mais le shérif de l'espace et son armure ont un truc en plus, qui fait qu'on accroche quand on est gosse. Par contre, ça a mal vieilli. Dites-moi si vous arrivez toujours à la regarder sans trop prêter attention aux costumes en caoutchouc. Je pense que c'est une série qu'il vaut mieux garder dans ses souvenirs. Ça n'empêche pas de kiffer le style d'XOR et le personnage, que j'ai toujours pas en figurine, alors que je l'adore vraiment, que je me le prenne un jour, que je me l'achète. Dites-moi si vous avez vu les films ou les nouvelles séries qui suivaient. Moi, j'avais regardé XOR 2, mais j'ai de vagues souvenirs. Je me souviens juste de l'armure rouge, qui elle claquait vraiment, elle était cool. Dites-moi, vous, si vous aimeriez voir le reboot de 2026, là, qui vient de sortir en février, ou un film au cinéma, mais un vrai film, avec un bon budget, pas comme le film qu'ils ont fait en 2012, là, il y avait un petit budget, c'était un petit film japonais. Non, un vrai truc classe avec un gros budget. Par contre, pour voir la série, ça va être compliqué. Elle est pas sur les sites de streaming légal, donc elle est assez dure à trouver. Il reste les DVD, sinon, système D, à vous de rechercher. Sinon, oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements, les partages, les boosts, booster les vidéos si vous aimez mon contenu. Il y a les abonnements soutien pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, et merci à ceux qui le font, comme d'habitude. Les pouces, le partage, c'est le plus important. Ah oui, et pour ceux qui aiment les chansons que je mets en fin, elles sont disponibles sur ma chaîne secondaire à chaque fois. Et sur ce, moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye.